Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette table ronde en visioconférence intitulée L'inclusion scolaire vue par ses acteurs. Alors cette table ronde, elle est organisée par Martine Salomé et André Grenier, que je salue, de l'association Solidarité Guadeloupéenne en Mouvement, et par l'équipe du CREF, de l'Université des Antilles, avec Monsieur Delcroix, Madame Issaïeva, Monsieur Kando et moi-même, Monsieur Ancio, en partenariat avec l'ARS de Guadeloupe, le rectorat de la Guadeloupe. Dans le cadre, donc cette table ronde a lieu dans le cadre des fabriques des rencontres PEP 2021 de la Fédération des pupilles de l'enseignement public. L'objectif de cette table ronde, c'est de donner la parole à différents acteurs de l'inclusion en Guadeloupe, afin qu'ils puissent exprimer leur vécu, ce que représente pour eux l'inclusion scolaire, ce qu'ils en attendent et comment lever les obstacles rencontrés. Pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir plusieurs acteurs du monde de l'inclusion scolaire en Guadeloupe. Et je ne sais pas si vous pouvez les voir, donc on va faire passer. Vous allez chacun vous présenter, si vous voulez bien. Alors on passe la parole au beau jeune homme qui est ici. Alors comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Marciana Chélieu. J'ai 17 ans. Je suis au collège Sadi Kauno Dispositif Onulis et je suis dans l'école de Centre Espoir Ligue Pro. Et j'avais l'école de primaire avant, à Paris-Jolivière. Et toute l'école s'était bien passée par rapport des élèves. Et après... On va revenir un petit peu sur ton parcours, un petit peu, mais déjà, ok. Donc, merci, Nachelieu. Donc, on va passer à la personne suivante. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Madame Brunet Nicole. Je suis mère d'enfants, de 5 enfants. J'ai 40 ans et donc j'ai 3 enfants qui dépendent. Non, excusez-moi. En fait, j'ai 3 enfants qui sont dans des situations de handicap. Donc, mon aîné, il va avoir bientôt 20 ans. Il s'appelle Cancan Stanley. Avant, il était à l'IMPO comme son copain, Nachelieu Petit-Beau. Et par la suite, il a laissé l'IMPO. Actuellement, il est au CESAT-PO à Bergevin qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Donc, ça se passe bien pour lui. Ça se passait déjà bien à l'IMPO, vu ses capacités. Donc, ça a été assez vite. Il a beaucoup évolué. Et donc, là, il est à CESAT-PO. Et là, ça se passe très bien. Donc, on va revenir voilà. Un petit peu plus. Je vous poserai ensuite, des questions. J'ai ma première fille. Elle s'appelle Cancan Leila. Elle est actuellement au lycée Kauno, en Ulysse. Elle prépare un CAP de vente. Donc, également, ça se passe bien. Et là, j'ai ma deuxième fille. Elle s'appelle Cancan Natalia. Elle est actuellement en inclusion au collège Michelet, en 4e. Et elle est également aussi à l'IMPO Petit-Beau. Ça se passe bien aussi pour elle, ça va. OK, merci beaucoup. Personne suivante? Bonsoir, moi c'est Madame Jérémy Sandra, je suis éducatrice spécialisée et à l'IMPO Espoir de Petit-Beau et je m'occupe de l'inclusion scolaire. Parfait. Voilà, donc je reprends, si vous n'avez pas bien entendu. Je suis Madame Jérémy Sandra, éducatrice spécialisée à l'IMPO Espoir de Petit-Beau et je m'occupe de l'inclusion scolaire au sein de l'IMPO. Voilà. Bonsoir. Charlie Coq, je suis le père de Coq Lloyd, qui est au collège avec Madame Gigeux de Port-Louis. Voilà. Super, merci beaucoup. Et moi, c'est Mme Galas, enseignante spécialisée en Ulysse depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc là, je suis au collège de Port-Louis. Voilà. Merci. Bonjour, Madame Jugeux, donc enseignante de l'UE de Port-Louis.
Donc, je suis là aussi donc, pour pouvoir témoigner et parler un petit peu de cette inclusion scolaire. Donc, merci à ces 6 acteurs avec lesquels on va discuter dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on fera intervenir 3 grands témoins. Donc, Madame Strozik du rectorat, qui est inspectrice de l'ASH, et également Madame Farouille et Madame Mauvrel de l'ARS Guadeloupe. Donc, voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va discuter avec vous et on fera ensuite passer les grands témoins de l'inclusion scolaire en Guadeloupe. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui sont à distance, vous pouvez aussi envoyer des messages sur le chat et on essaiera d'y répondre si on peut. Alors, on va aborder 4 thématiques ensemble. Premièrement, le vécu et les pratiques de l'inclusion. Deuxièmement, le rôle des différents acteurs. Troisièmement, les freins et les leviers à l'inclusion. Et enfin, ce que pourrait être une inclusion scolaire réussie. D'accord ? Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Nachelio, je voudrais juste que tu reviennes. Donc, tu es en Ulysse. Voilà. Et parfois, tu vas dans d'autres classes. Voilà. Et je voulais que tu me racontes un petit peu comment ça se passe quand tu vas justement dans les autres classes. Ben, quand j'étais allé dans ma classe, ça se passe que c'est mieux, ça passe que c'est bien. Et c'était bien passé par rapport aux élèves. C'était calme, on a travaillé et puis c'était vraiment très bien en fait. Alors, c'est quoi la différence entre quand tu es dans l'Ulysse et quand tu vas dans les autres classes? Qu'est-ce que tu aimes bien ou qu'est-ce que tu n'aimes pas ou comment ça se passe? En fait, Voilà, la différence en Ulysse, c'est que comme j'aime lire de français et j'aime les activités partout, j'aime apprendre et comprendre et j'ai difficulté. Et après, pour la classe, c'est un peu compliqué, mais ça se passe bien. Mais j'arrive à faire comprendre en fait. Mm-hmm. Mais après, voilà, au niveau que je dois tout rattraper, je dois commencer à comprendre et commencer à réussir. Et avec les autres élèves, ça se passe bien? Parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps? Oui. D'accord. Ça se passe mal, c'est contre les deux, ça passe bien et mal. D'accord. Oui. Ok. Bon, on y reviendra un petit peu si tu veux. Oui. Alors, je voudrais m'adresser maintenant aux parents. Oui. Et je voudrais savoir un petit peu, donc vous êtes père et mère d'enfants en situation d'inclusion. Et bon, je voulais savoir un petit peu, si vous pouvez nous raconter assez brièvement, mais comment ça se passe pour vous, cette inclusion de ces élèves, si vous êtes content, s'il y a des choses qui se passent bien, et à l'inverse, s'il y a des choses qui vous embêtent un peu. Alors, pour moi, comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai 3 enfants en situation de handicap. Bon, au départ, c'était un peu difficile à accepter, mais je dirais avec au fil du temps, je me suis adaptée. Mon mari aussi s'est adapté à la situation. Et finalement, ça s'est passé très bien. Pour mon fils et mes 2 filles, pour eux aussi, ce n'était pas facile. Parce que des fois, ils me disaient, maman, pour moi, je ne suis pas un enfant comme les autres. Je leur disais non. C'est sauf que chaque enfant, chaque esprit, comme je dis. Mais après, à force de les écouter, de les parler, donc ils s'étaient adaptés. Ils se sont adaptés. Voilà. Et qui fait que des fois, quand ils retournaient, quand ils sortaient de l'école et tout, je leur demandais toujours comment ça s'est passé à l'école. Ils me disent, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Il y a des enfants qui comprennent, il y a d'autres enfants qui ne comprennent pas leur handicap. Donc, je dis, étant parent,
Je dis, si des fois, notre enfant, parce que comme on dit, on fait des enfants. On savent pas on fait des enfants, mais par la suite, on ne sait pas. Qu'est-ce que les enfants, comment ils vont évoluer partout. Mais je dis des fois, si on écoute, dès qu'on écoute l'enfant, on accompagne l'enfant et on montre à l'enfant que nous sommes là pour eux. Donc, automatiquement, les enfants seront contents et ils vont poursuivre leur chemin. Comme je dis, jusqu'à maintenant, avec les trois, avec mon fils, avec les deux filles, ça se passe très bien. Et voilà. Donc, comme je suis fière de mes enfants. Et je dirais aussi, je suis tombée aussi sur des socio-professionnels assez compréhensibles, ouverts, et ils m'ont beaucoup aidé pour les parcours de mon fils et pour mes deux filles. Mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai des mauvais retours du tout. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, merci Madame Brunet. Il n'y a pas de souci. Monsieur Coq. Voilà, donc Lloyd, s'il se retrouve aujourd'hui au collège c'est que bon, c'est vrai qu'il a eu un parcours très chaotique. Depuis sa naissance, il était un gros prématuré, très grave. Et du coup, il a eu des problèmes cognitifs. Donc, son gros problème, c'est l'apprentissage. Donc, c'est vrai qu'il a commencé son maternelle au Moule. Après, je suis parti en métropole. Il a fait 2 ans en maternelle. Puis, je suis revenu ici. Il a changé 2 écoles. Il s'est retrouvé à Borsredon. Et pendant 4 ans, en Ulysse. Mais en finale, que bon, ça ne progressait pas. Parce qu'on sentait qu'il était un peu limite. Alors, j'ai eu du mal, effectivement, à dire, tiens, il y a même à un moment donné, j'étais obligé de dire, bon, voilà, je passe ce cap-là pour pouvoir l'intégrer dans cette école. Et puis, c'est Madame, comment elle s'appelle encore, Ramassami, Maïssin, qui m'a conseillé de me joindre avec eux à Port-Louis. Et ce que j'attends vraiment de Lloyd, enfin des enseignants et tout, c'est qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter. Moi, c'est l'objectif. Après, pour être indépendant, pour apprendre le métier. Moi, je sais très bien qu'il ne sera pas intellectuel, mais c'est lire, écrire et compter. Voilà. Donc, j'ai quand même noté quelques progrès. Et certainement, il y a aussi l'orthophoniste qui l'a vraiment aidé, parce qu'au départ, il avait une transbisme énorme, il a été en opération, il a fait une opération, après il a fait une épilepsie, après il y a eu ses jambes qui étaient un petit peu sur les côtés, on a arrangé tout ça, c'est vraiment... mais là, je le sens épanoui. Je le sens épanoui, il a envie d'apprendre, et puis voilà. Le seul Ça se passe bien quand il va au collège? Oui, il a envie d'y aller tout le temps. Il a envie d'y aller. Le seul truc qui me dit, ouais, bon, il n'est pas très grand, ouais, on m'a dit que je suis petit. Je dis, bah, écoute, tu vas grandir, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il a quel âge là? Il a 12 ans. Il a 12 ans. Alors, mais ça y va. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Coq. Et on va passer aux enseignants et à l'éducatrice spécialisée. Donc, c'est une question un petit peu à vous trois. Donc, voilà, pareil, un petit peu, quel est votre vécu et vos pratiques en matière d'inclusion. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites en matière d'inclusion en Guadeloupe? Si je peux commencer. Voilà. Alors, déjà, en tant qu'enseignant, notre mission première, c'est d'enseigner. Hein. Et là, on a un public particulier, à besoin éducatif particulier, donc forcément, il faut adapter l'enseignement. Et c'est vrai que des fois, ces élèves ont le goût de venir au collège, c'est déjà un avantage. Et donc, c'est à nous, des fois, d'enseigner, d'adapter notre enseignement, d'adapter les emplois du temps, parce qu'ils ne sont pas toujours inclus dans toutes les disciplines. Hein. Donc, en fonction du niveau des élèves, on va choisir les inclusions. Et en fonction de l'élève aussi, hein, puisqu'il y en a qui ne veulent pas toujours y aller, donc on va y aller progressivement. Alors aussi, on doit aussi faire le lien avec les enseignants qui reçoivent ces élèves en inclusion, puisqu'ils ne sont pas toujours formés et ils ne veulent pas toujours jouer le jeu, hein, parce qu'ils se disent pas formés pour recevoir ces élèves. Donc,
au départ, on doit faire ce lien, leur dire que on est là aussi pour les aider dans la tâche, s'ils ont besoin de nous en tant qu'enseignants spécialisés pour adapter l'enseignement. Donc là est notre rôle aussi. Et voilà, hein. Et aussi tenir compte des projets de ces élèves dans notre enseignement, faire en sorte que ce qu'on leur enseigne ait du sens, fasse du sens pour eux. Donc voilà, hein. Tenir compte de leurs projets professionnels, de leurs projets personnels. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. D'accord, donc par rapport à ce que vous venez de dire, bon, voilà, c'est adapter l'enseignement, Voilà. c'est aussi prendre en compte les projets de l'élève, Voilà. et puis travailler en collaboration avec les enseignants voilà. qui Voilà. accueillent ces élèves dans leur classe. Alors vous m'avez dit, ce n'est pas dans toutes les disciplines, ce n'est pas Voilà. forcément avec tous les élèves, donc Voilà, ça se fait. fait de manière ponctuelle. Ou... Exactement. D'accord. Okay. Merci. Madame Julieu. Oui, bonjour. Ça va? Oui, bonjour. Donc, à nouveau, Madame Jugieux. Donc, effectivement, dans mon rôle, on n'entend pas. Il n'y a plus de son. Toujours pas. Le micro est coupé. Ah oui, le micro est coupé. Et là, bouton, hein, le micro. Là, en bas. non, c'est pas ce micro-là. Non. Ah, c'est ce que je me dis. Vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui. Eh ben, on reprend avec Madame Jugueux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui, c'est bon. Bon, donc, comme je disais, donc, quel que soit en tant qu'enseignant spécialisé, que ce soit au sein d'un dispositif Ulysse, d'une UE ou d'une SECPA, c'est vrai que notre rôle principal, c'est d'accompagner les élèves donc, dans leur scolarité, donc les aider à construire donc, leur identité d'élève et surtout de les aider dans leurs apprentissages au mieux afin de pouvoir donc nous aligner avec leurs projets donc personnels, hein, parce que chacun a un projet. Donc voilà, et donc bien sûr d'enseigner donc à tous les élèves le plus possible, et principalement déjà en minorité, vraiment tout ce qui est les fondamentaux, donc lire, écrire, compter et respecter autrui. Donc voilà les bases, et après de les ouvrir au maximum avec pour les autres enseignements avec les autres enseignants. Voilà. Vous travaillez avec une éducatrice spécialisée? Oui, je travaille avec une éducatrice spécialisée. Donc, à la base, le travail avec une éducatrice spécialisée est différent d'avec une AESH. L'éducatrice spécialisée a ses missions. Donc, elle a des objectifs donc, qui lui sont propres, des objectifs plus éducatifs. Et donc, n'intervient pas vraiment en pédagogie, hein, voire pas. Par contre, ce qui est intéressant lorsque l'on travaille avec une éducatrice spécialisée, c'est que le projet de l'enfant doit être décliné sous les deux pans, si vous voulez. Le pan pédagogique, donc principalement avec l'enseignante, et tout ce qui va être étudié sur le plan pédagogique va être repris aussi sur le plan éducatif. Et donc là où il va y avoir des actions bien concrètes et donc qui donnent du sens, les deux enseignements donnent du sens pour l'élève et donc pour sa compréhension du monde et ses apprentissages. Merci, Madame Jugueux. On va passer justement à Madame Jérémy, qui est éducatrice spécialisée. Vous nous disiez un petit peu votre vécu, comment vous vivez vos pratiques professionnelles concernant l'inclusion. D'accord. Donc, au sein de l'IM Espoir, donc, nous avons commencé véritablement cette inclusion scolaire depuis 2016. Mais il faut savoir que bien avant, cette institution a toujours privilégié le parcours des enfants dans le milieu ordinaire. Donc, nous n'avons pas dans notre unité d'enseignants spécialisés. L'institution a toujours privilégié que les jeunes soient dans le milieu scolarisé, même avant cette loi. Donc, en 2016, vraiment, on est entré dans cette démarche en signant des partenariats avec les écoles,
Alors maintenant que la MDPH permet aux élèves d'avoir d'emblée une orientation, double orientation, école plus IME, ça nous facilite un petit peu le travail. Donc là, l'élève sait qu'il a une orientation école plus IME. Et c'est là justement que les parents arrivent à bien comprendre que leur élève, que leur enfant peut bénéficier d'une scolarisation comme tout enfant. Donc c'est son droit. Donc voilà. Donc, nous, dans notre rôle d'éducateur spécialisé, notre rôle, justement, c'est d'accompagner le jeune et la famille dans ce parcours de scolarisation, puisque c'est vrai que les parents ont beaucoup de mal à prendre en compte leur rôle de parents d'élèves. Donc, nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, on est là pour les aider dans ce parcours-là. On met également en place avec les enseignants, mais également avec l'administration scolaire, le temps partagé de l'enfant. Donc, pour que l'enfant puisse, dès le départ, bien comprendre qu'il a un temps en IME et qu'il a un temps également au collège. Bien entendu, ce temps partagé est fait en tenant compte des besoins, en tenant compte du rythme du jeune et en tenant compte de sa problématique. Donc, voilà. On participe également aux différentes réunions concernant le suivi de la scolarité du jeune et on met en place tous les dispositifs qui peuvent aider ce jeune à bien réussir sa scolarisation. Donc, ce qui concerne le transport du jeune, ce qui concerne son déjeuner à l'école, la continuité également de la prise en charge thérapeutique qui est quand même importante parce que même si le jeune est scolarisé, mais peut-être qu'il a des temps où il a besoin encore de suivre un suivi thérapeutique. Donc voilà, et on participe de manière globale à ce que le jeune puisse suivre une scolarité le plus adapté possible. Donc voilà, en gros, en tant qu'éducateur spécialisé, ce que nous faisons autour du jeune. Et tout ce travail est fait par la formalisation d'un document qu'on a appelé le projet de scolarisation à temps partagé. Donc, c'est un projet qui permet de définir le travail qui est mené tant au niveau éducatif qu'au niveau pédagogique avec l'école. Donc, qui englobe un peu le travail qui est fait par les deux parties. Et en tenant compte des attentes des parents, des attentes de l'élève, des attentes de l'IME et des attentes de l'école. Donc, voilà. Ouais, c'est une sacrée partition, quoi. Le chef d'orchestre de tout ça, c'est compliqué. Hein, voilà, donc, mais ça permet d'avoir à la fin, un regard bien précis sur ce qu'on propose à l'élève de manière globale et on sait où on va avec le jeune, le parent sait, le jeune sait. Mais si ce travail-là n'est pas mis d'emblée en place, c'est vrai qu'on peut partir un peu dans tous les sens. Mais une fois que tout le monde s'est bien positionné autour de l'élève, que l'élève a compris lui-même et que le parent aussi a compris, hein, parce que surtout, il faut que même si nous sommes présents, le parent garde sa place de parent d'élève. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile pour les parents. Ils étaient contents que leurs élèves soient à l'école. Mais quelque part, ce n'est pas qu'ils délaissaient, mais ils déchargeaient tout pour nous. Donc, nous, on leur faisait comprendre, au contraire, ils sont parents d'élèves, ils ont le droit de participer à toutes les réunions concernant les élèves. Ils ont le droit également d'accompagner l'élève dans ses devoirs. Et nous sommes là, juste à côté d'eux, pour également les accompagner. Mais ils gardent le rôle de parents d'élèves. Donc, voilà. Merci, Madame Jérémy. Alors, on va revenir à toi, hein, qui voulais te cacher. Mais non. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien au collège et qu'est-ce que tu aimes moins bien? Tu disais tout à l'heure, tu aimes beaucoup apprendre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que vraiment tu aimes bien? En fait, c'est quand tu es au collège, voilà, à quel moment tu te sens bien, à quel moment tu te sens un peu moins bien. Savoir un peu ton vécu, comment tu vis cette expérience au collège, en Ulysse, et dans les classes, dans les autres classes avec les autres élèves. Ben, en fait, sans que je me sens mieux, c'est de concentrer et T'es concentré sur quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire la leçon, faire des leçons et j'aime tout en fait, tout ce que je dois comprendre et sauf que je vais mieux si parfois j'ai des stress et parfois j'ai déstressé et j'avais moins peur que
soit les adultes, soit quelqu'un que je dois reconnaître et je dois, comment on peut dire, C'est quoi qui te stresse? C'est quoi qui t'embête comme ça? en fait, ce qui me stresse, c'est soit, c'est comme peut-être les enseignants et les profs. Comme on peut dire, le prof, peut-être, quand il te parle, on peut dire, quand il te faisait peur, ben, c'est que quand tu as peur des choses, c'est parce que pendant soit c'est la première fois, ou soit quand tu avais quelque chose, ben, c'est comme dire que c'est comme si que le prof et les enseignants te parlent mal ou bien. D'accord. Là, je te stresse pas, je te parle bien, moi, ça va? Oui. Ok. D'accord. Donc, parfois, t'aimes pas trop quand les profs ils parlent pas bien, quoi, c'est ça. Oui. Et avec les autres élèves, ça va? Ça parle bien ou des fois ça parle pas bien aussi? En fait, j'ai pas avec. Pour les élèves. Tu parles avec tous les élèves? Oui. Ouais. En fait, tous les élèves, ça dépend que parfois, j'ai pas beaucoup trop parlé avec eux. Et parfois, ils sont, comment dire, ils parlent beaucoup et ils parlent mal parfois. Et moi, je restais à ma place et tranquillement, parfois, je parle un petit peu à un ami à moi et ce sera tranquille en fait. Je parle certains des amis qui sont sérieux, qui sont gentils. Et donc, quand tu dis tu restes bien à ta place, ça veut dire que tu te sens à ta place au collège. Oui, c'est comme si que c'est comme si que lorsque tu parles par les gens, avec les jeunes de collège, c'est comme si que tu n'as pas envie de trop parler, tu n'as pas envie, tu restes. C'est comme si quand tu restes à ta place, tu t'assieds tranquillement seul. C'est cool. Oui. Merci, Nagélieu. C'est gentil. On va revenir un petit peu avec les parents, si vous voulez bien. Et donc, vous, votre rôle à vous, par rapport à l'inclusion, c'est quoi? L'accompagner. L'accompagner? Absolument, des conseils. Parlez peut-être un peu plus fort, parce qu'avec le masque... Ouais. C'est-à-dire que je suis très proche de lui parce que tout ce quand il rentre à la maison, je lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a mangé, etc. Comment ça s'est passé? Tous les jours, je lui pose les mêmes questions. Et puis, il me raconte sa petite vie, hein, il n'y a pas de problème. Mais je suis très, très dessus pour savoir qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait des calculs, est-ce qu'il a fait ceci, est-ce qu'il a fait cela, puis voilà. Donc je l'encadre un petit peu à la maison pour savoir quel est le travail qui a été fait. Voilà. D'accord. Il un suivi un peu scolaire? Ah, oui. Ouais, d'accord. Et c'est moi aussi qui lui mets à table, je dis, tiens, on va travailler, et puis voilà, je le fais travailler. Ouais. Et sinon, ça se passe bien parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un taxi qui vient le chercher, qui vient le déposer, ça c'est très important. Ah ouais, ça c'est très important. Sur l'encadrement? Ah oui, l'accompagnement. L'accompagnement. Et je suis en contact très souvent avec le chauffeur parce que s'il est en retard, j'appelle, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est très important pour moi. Et puis voilà quoi. Et Lloyd, il rentre chez lui tout seul. Hein. Avant, il le déposait chez sa grand-mère. Il dit non, maintenant tu as 12 ans. Bon, ça veut dire que il rentre vers 16h, moi je rentre vers 16h30 avec les petits. Bon, il a seulement 20 minutes à la maison seul, mais au moins il a sa clé, il rentre chez lui. Et ça, c'est pour le responsabiliser. Autonomie. C'est l'autonomie, etc. La dernière fois, il avait son repas au réfrigérateur. J'ai dit, écoute, tu rentres, tu chantes ton repas, tu manges. Voilà, donc j'essaie de le responsabiliser un petit peu. D'accord. Petite question, je ne sais pas, mais sur votre rôle administratif par rapport aux démarches. Ah oui, ça a été très long. Parce que enfin,
c'était le prétexte du Covid, hein, parce que maintenant, c'est Covid, c'est tout, c'est le prétexte. Au niveau de la NDPH, on avait déposé un dossier parce que la période, ça avait expiré les 4 ans et on devait renouveler. Puis on a déposé le dossier en mai. En mai, bon, on nous a dit de bonne ça dans la boîte aux lettres, puis rien n'a été fait. J'étais obligé de monter au créneau parce que ça a traîné beaucoup, vu qu'il est rentré à l'école en novembre, parce que je n'avais pas la notification. Et voilà. Donc, moi, j'étais obligé d'aller voir le directeur de la MDPH dans son bureau. Il dit, je veux une notification tout de suite. Parce que lui, il voyait ses petits frères, sa petite soeur aller à l'école, il n'était pas bien du tout. Il est resté 1 mois, il n'était pas bien. C'était le stress, il pleurait, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. Alors, du coup, même moi, ça me stressait. Heureusement que j'ai une profession libérale, que je peux m'occuper un petit peu, je peux me prendre avoir un peu de temps libre pour pouvoir m'occuper. Mais ça a été très long. D'accord. Ah oui. Donc, pour résumer un petit peu, donc vous, votre rôle, c'est être attentif, être proche de lui, voilà. Donc pour savoir un peu ce qu'il a fait, tout ça, l'accompagner aussi sur le plan pédagogique, un peu sur les devoirs et tout ça, et puis aussi monter au créneau. Ah oui, quand il faut. Il faut dire aussi les démarches administratives. Il faut dire que nous on est très très protecteurs. Le fait qu'il a été fragile de sa naissance, on a vraiment couvé. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à le lâcher. Ça, c'est quelque chose qu'on a, jusqu'à maintenant, on a un peu de mal à le lâcher. Hein? Parce qu'on le protège beaucoup. Et notre rôle maintenant, c'est de dire, tiens, on va le laisser. Parce qu'il faut dire aussi qu'il a même été après la crise de l'épilepsie, on lui a donné comment ça s'appelle encore? Litrovil, un truc comme ça. Il y avait Keppra et il y avait l'autre. Ouais, c'est un médicament qui te fait dormir. Et puis après, on a décidé d'arrêter complètement. Et c'est de là, on a vu qu'il a fait un bond. Ce médicament-là, on endormissait carrément son cerveau. Et du coup, on a arrêté. Et là, on a senti qu'il était plus épanoui, etc. Mais on est très protecteur. Ça, c'est suivi total. Merci beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en tant que maman? Pareil, donc un petit peu la même chose. Comment vous voyez votre rôle, votre fonction par rapport à l'inclusion de vos 3 enfants? Je dirais mon rôle, je suis toujours là pour mes enfants. Je suis toujours présente, quel que soit ce qu'on me demande. Et là, je suis très fière parce que je dis que je peux les accompagner. Et tant que je peux les accompagner, je le ferai toujours. Parce que je dis des fois qu'on dépend d'un enfant en situation de handicap, des fois, autour de nous, on les regarde autrement. Et même des fois, on peut tomber sur des gens qui comprennent, mais d'autres aussi ne comprennent pas. Donc, je dis des fois aussi, c'est pas parce que si on a un enfant dans une situation de handicap que c'est obligé. C'est pas notre faute. Comme je dis toujours, on ne sait pas qu'est-ce que demain nous peut, on ne sait pas qu'est-ce que demain peut nous apporter. Donc, je dirais en général aux personnes d'essayer de comprendre, de réfléchir, essayer de comprendre avant et après, ils vont juger. Parce qu'on peut avoir un enfant, on fait un enfant, l'enfant est beau et tout, et au départ, l'enfant grandit bien et arriver peut-être à l'école, c'est pas ça. Parce que pour mon fils, je prends l'exemple sur mon aîné, il va avoir 20 ans, comme je vous ai dit. Donc, pour lui, il est né à peu près comme l'enfant, à peu près comme votre fils. Prématuré. Je l'ai eu prématuré. Donc, il est né, je crois, 36 semaines, disons 6 mois, par là. Heureusement, il est né avec un poids assez normal, donc il n'a pas nécessité d'aller en couveuse. Donc, au départ, après ça, je l'ai élevé. Et c'est quand je l'ai inscrite, déjà, avant de l'inscrire à la maternelle, il ne parlait pas. Donc, à un moment, j'ai dit que non, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, après, je me suis reproché de mon médecin traitant, comme d'hab. Alors, je lui en parlais. Je lui ai dit, mais bientôt, l'enfant va entrer à l'école, je ne le comprends pas, il ne parle pas. Donc là, elle m'a conseillé d'aller, non, elle m'a dit de l'inscrire à l'école quand même. Et ils ont accepté à l'école de Grand Camp à l'époque.
Mais ça remontait parce qu'elle va avoir 20 ans. Donc, et c'est de là que je l'ai inscrit à l'école. Donc, il a fait la première année de maternelle. Et c'est quand il est arrivé pour passer en deuxième section, donc la maîtresse a vu qu'il avait quelques difficultés. Donc, qu'on m'a appelé, j'étais. L'école m'a proposé de faire une réunion avec les professionnels. Donc, j'ai accepté. Et de là, par la suite, on m'a proposé, à l'époque, il y avait le CAPS qui se trouve, qui est toujours à Grand Camp, en face des bâtiments de l'ancien RFO, c'est là que c'est. Donc là, je suis allée avec lui. Et après d'avoir vu tous les professionnels, on m'a dit que l'enfant, il a un problème de compréhension et d'apprentissage. Donc là, j'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est mon enfant, je veux qu'il avance. Donc, 2 fois par semaine, il allait au CAMS. Donc, il avait la psychomoticienne. Il avait... non, il n'a pas fait l'ortho. Parce que justement, on m'a proposé l'orthophonisme, mais c'était un libéral pour lui. Et donc, j'ai dû commencer, mais après, il y a eu une petite souci avec l'orthophonisme, donc j'ai dû arrêter. Et là, il allait au CAMS. Et par la suite, petit à petit, il a commencé à progresser. Ensuite, il est passé à l'école normale. Et à l'époque, c'était CLIS. C'était pas encore l'ULIS. C'était pas encore ULIS école. Donc là, et quand il arrivait, je crois, quand il allait pour aller au niveau, je crois, CM1, CM2, et c'est là que le professeur m'a dit non, il ne pourra pas suivre l'école normale, vu qu'il a un handicap assez élevé. Donc voilà. Et par la suite, on m'a proposé justement de l'IME à Bergevin. Donc là, je suis passée par l'MDPH et tout, et on l'a accepté. Et là, il a intégré l'IME et il est resté jusqu'à 14 ans. Et là, il s'est intégré à l'IME pour de petits bouts. Après, ça s'est bien passé. Comme je suis tombée sur des professionnels sociaux assez compréhensibles. On m'a accompagné pendant tout son parcours. Et là, il a laissé l'IME pour récemment. Ça fait à peine, je crois, quelques mois. En décembre, il a laissé l'IME pour Petit Bout. Et là, il est au CESAD Pro, à la Pascal Bergevin. En fait, le CESAD Pro, en fait, c'est une structure qui s'occupe de quand l'enfant, et on prend l'enfant en charge de 18, je crois, jusqu'à 25 ans, si je ne me trompe pas trop. Donc, en fait, cette structure, en fait, c'est une structure qui aide l'enfant à préparer une activité professionnelle par la suite. Et dès que l'enfant s'est bien intégré, donc je crois après c'est les actes, si je ne me trompe pas, et dès qu'on voit l'enfant s'intègre bien, et voilà. Et parce qu'on lui a même envoyé, avant de partir au CESAD Pro, il avait fait 2 stages, toujours au CESAD Pro. Ça s'est toujours bien passé et en voyant ses capacités, donc on a demandé est-ce qu'il ne peut pas intégrer le CESAD Pro. Donc ça s'est bien passé et là, il est content, il est épanoui, ça se passe très bien et voilà. Super, oui. Je peux rebondir sur ce qu'elle a dit. J'ai noté qu'elle a une petite souffrance du regard des autres. Alors, ce que je donne comme conseil, tu ne vas pas changer le monde. Ça, c'est sûr. Il faut vivre avec, c'est ton enfant. Comment dirais-je, tu n'es pas compte des regards des autres. Parce que les gens sont méchants. Les gens vont dire toujours des trucs, ouais, mais ils ne savent pas ce que tu as vécu. Voilà, alors, moi, le seul conseil que je te donne, tu ne vas pas changer le monde. Tu ne t'occupes pas de ce que les gens disent. Hein, et puis voilà. Hein, parce que comment on fait ça, le strabisme, les enfants, machin, disaient, moi, voilà, c'est tout. Il y a un strabisme, et alors c'est pas grave, il y a une solution pour ça. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais toujours dire à l'autre que voilà, tu n'es pas... Bon, physiquement, il n'y a pas de handicap visible. C'est juste l'apprentissage. C'est vrai, il a du retard dans l'apprentissage, il avait du retard dans le langage, parce que BGM est un plus, parce que je ne sais pas si avec l'orthophoniste, ça s'est très bien amélioré. Mais je lui ai toujours dit de laisser les gens parler.
C'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait ces pas moments d'échange. Je sens qu'elle partage. Elle a une petite souffrance, les gens ils sentent ça, mais ne t'occupe pas de ça. C'est ton enfant, ton normatif, c'est ton enfant, c'est pas les autres. Il faudra le faire évoluer. Voilà, Alors, on va revenir à notre champion. Tu fais du sport, toi? Oui, je fais du sport. Parfois, c'est le sport du collège. Et après, quand j'ai fini au sortir du collège, c'est l'IM Pro. En fait, pour l'IM Pro, en fait, par rapport des jeunes, ça se passe bien aussi par rapport aux activités. Et je préfère que ce soit l'IM Pro et collège. Mais quand mon collège sera terminé, quand je sors du collège, oui, ouais. J'aurai un travail à faire. C'est que pour l'IM Pro, c'est comme activité manuelle et c'est comme toutes les activités, on apprend. Il y avait un enfant, un handicap, on a fait comprendre tout ça. Mais après, c'est tellement que moi, j'aime aider certains jeunes qui soit ne comprennent pas. Et comme parmi les jeunes qui a pas mal comprendre, qui ne comprennent pas leur activité, leur leçon, parfois je leur aide un petit peu. Et ça va extrêmement bien là-bas, mais c'est qu'il y a des jeunes, parfois c'est compliqué être toujours respecté. C'est que quand je suis à l'IM Pro là-bas, c'est juste pour apprendre sur des matières. Et c'est juste que je suis un jeune qui est sérieux. Je vois ça. Ça a l'air. Tu as l'air sérieux. Et si tu avais un truc que tu aimerais changer pour que tu te sentes au top au collège, s'il y avait un truc que tu aimerais changer. Oui, ça dépend. Si tu avais un souhait, comme si on frottait la lampe, il y avait le petit génie bleu qui sortait. Si tu avais un truc que tu aimerais changer pour être encore mieux au collège, qu'est-ce que tu aimerais? Ça dépend que, en même temps, lorsque je deviens autonome, je deviens comme travailleur et tu veux que l'école t'aide à être autonome et à trouver un travail? Oui. C'est ça? Oui. C'est ça que tu voudrais? Oui, et après, je dois tout apprendre. Je dois évoluer et améliorer les choses. J'en doute pas. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui. Alors, on va repasser aux professionnels. Et j'aimerais que vous fassiez quelque chose d'assez bref, mais pour vous, quel est le principal frein à l'inclusion et le principal levier? Qu'est-ce qui vous empêche un petit peu de faire votre travail d'inclusion et quel est au contraire ce qui vous permet, pour vous, principal levier pour favoriser l'inclusion? Si on peut faire un petit tour de table rapidement, et puis après, il va falloir peut-être regarder un petit peu du côté du chat pour voir s'il y a des questions auxquelles vous pouvez apporter quelques éléments de réponse. Voilà, un frein, un levier principaux pour vous. Alors, s'il faut dire un frein, je dirais peut-être la formation des enseignants en classe ordinaire. Je pense que si ils avaient une meilleure manière d'appréhender l'inclusion, et donc ces élèves peut-être ils auraient été moins sans souffrance dans certaines classes. Voilà. À mon avis, voilà.
Les enseignants. Parce que nous, à notre niveau, on a une formation, mais tous les enseignants en classe ordinaire ne l'ont pas forcément. Ah bah non, c'est sûr. Et donc, du coup… Vous, ça c'est le… Ben, vous en avez parlé déjà tout à l'heure, hein, quand vous avez commencé à parler. C'est un peu la réticence des profs de classe ordinaire à accueillir des élèves parce que manque de formation. Quoi. Moi, j'ai quand même la chance, là où je suis, on a des enseignants qui jouent le jeu, qui le font, mais c'est au niveau des pratiques. Voilà. Il n'y a pas forcément l'adaptation qu'il faut pour ces élèves. Très souvent, les cours sont, je dirais, pratiquement les mêmes. Standard, quoi. Standardisé pour tout le monde. J'ai quand même l'avantage d'avoir une AESH qui va avec ses élèves, hein, qui suit les cours avec ses élèves et qui, en retour, au sein du dispositif, on réadapte. Par exemple, je prends l'exemple d'un cours d'histoire et géo. Il se peut que le cours il soit revu à notre niveau, soit un film, on peut retrouver, si on retrouve une petite vidéo ou remettre le cours, l'essentiel du cours sous forme de carte mentale pour que ça soit plus assimilable. Et voilà, je peux comprendre, hein, puisque ce n'est pas évident pour les autres enseignants, puisque ça demande, c'est vrai, un effort particulier, un travail supplémentaire qui ne sont pas forcément prêts à faire. Bon, ça, c'est le principal frein pour vous et le principal levier, sur quoi vous jouez, vous, pour justement favoriser l'inclusion. Alors, déjà, ces élèves, hein, ils veulent y aller. Hein, c'est déjà, donc, ils sont bien au collège, ils ont le sentiment d'être des collégiens comme les autres. Donc, oui, moi, je dirais… voilà, les élèves. Hein. Ouais. Donc, s'appuyer sur eux, sur leur envie. Sur les parents, puisque ce sont nos alliés aussi, hein, les parents, des partenaires sur lesquels on doit pouvoir compter. Et voilà, à mon avis, oui. Merci. Merci beaucoup. Madame Gallas. Madame Jugueux. Oui, alors un petit peu, comme l'a dit ma collègue, hein, effectivement, le frein principal, c'est l'appréhension que les enseignants ont à recevoir certains élèves du fait, c'est pas le fait vraiment du handicap de l'élève. Ce qui leur pose problème, c'est que c'est eux-mêmes, en fait. C'est qu'ils ne savent pas comment préparer les cours, adapter les cours, faire en sorte que les élèves les comprennent. Et donc, voilà, donc on se retrouve effectivement souvent avec des enseignants qui acceptent, hein, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'ils ne différencient pas vraiment ni les supports ni les cours. Et donc, l'élève, selon ses capacités, arrive plus ou moins bien à suivre. Donc, ça, c'est au niveau du frein enseignant. Après, il peut des fois aussi avoir le frein élève, dans le sens où il faut que l'enseignant aussi accompagne les élèves qui ne connaissent pas en fait des différents troubles d'autres élèves et essayer de les amener petit à petit, donc au moyen de l'éducation morale et civique ou autre, hein, de les sensibiliser aux troubles, etc. et de façon à leur faire comprendre et qu'il y ait moins de rejet. Voilà, au niveau des freins. Après, il y a un autre frein au niveau enseignant, c'est que l'enseignant de la classe classique, hein, on va dire, a l'habitude de travailler, les mettre dans sa classe, il travaille avec ses élèves. Et donc, le meilleur levier à ce niveau-là, ça serait aussi, bon, en dehors de la formation, bon, je vais aborder ça après, mais au niveau même du vécu journalier, c'est de pouvoir travailler en collaboration avec l'enseignant spécialisé, et ce qui ne se fait pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'élève va dans sa classe ordinaire, il suit son cours, il revient avec l'ensemble de son cours qui fait des fois 1 page, voire 2 pages. C'est totalement inadapté. Et donc, en fait, c'est à l'enseignant spécialisé de retravailler la leçon avec l'élève pour lui faire comprendre les choses essentielles de la leçon. Et en fait, le souci, c'est qu'il faudrait que ce soit un travail au préalable, c'est-à-dire que les enseignants non spécialisés, dès le départ, en fonction de chaque élève, disent, bon voilà, on peut partager la progression que j'ai mise en place et peut-être la partager avec l'enseignant spécialisé, mais en amont, de façon à ce que l'enseignant spécialisé prépare déjà des supports, puisse travailler soit en co-intervention avec l'enseignant au sein de la classe, soit en co-enseignement, mais qu'il travaille en équipe. Voilà. Parce que envoyer l'élève qui va suivre
ou subir, ça dépend, la leçon, et qu'en fait, finalement, il va falloir rattraper les dégâts derrière, ça serait mieux de pouvoir anticiper et de le faire en amont. Alors, c'est ce que nous essayons de faire, hein, mais ce n'est pas toujours évident parce que beaucoup d'enseignants ne veulent pas partager ni leur progression, ni leur séquence, ni leur séance, parce qu'il peut-être aussi la peur d'être jugé, la peur de... Voilà, il y a tout un... Alors, donc, pour en revenir au levier, enfin, moi, en ce qui me concerne, voilà, c'est vraiment, bon, déjà au niveau de la formation initiale, que que le module soit obligatoire, hein, pas aussi profondément que pour un enseignant spécialisé, mais quand même qu'il y ait une formation sur des bases et les différents troubles, au moins sur les bases. Et après, au niveau de la formation continue, vraiment continuer à faire des formations. Je sais qu'il y a eu quelques formations qui ont eu lieu ces dernières années, où on mixait les publics, enseignants spécialisés, enseignants non spécialisés. Et pareil, enseignants spécialisés, AESH, etc. Et donc de mixer les publics de façon à ce que tout le monde ait la même écoute, le même, voilà, et qu'on puisse commencer à travailler ensemble et non pas à côté. Voilà. Merci, Madame Jugueux. Madame Jérémy. En gros, les freins, les leviers, on reste un petit peu sur cette idée-là. Alors, les freins et les leviers pour nous, en tant qu'éducatrice spécialisée, donc nous, justement, bon, contrairement à vous, notre levier, moi, je pense, c'est vu notre position, le levier qui fait que jusqu'à maintenant, on poursuit cette démarche d'inclusion auprès des jeunes et des familles, c'est parce qu'on a pu, depuis le début, rencontrer justement des enseignants et des établissements qui ont une bonne coopération et une bonne approche adaptée pour que l'enfant puisse réussir cette inclusion scolaire. Donc, c'est ça qui pour nous, est notre levier. Tant qu'on trouve devant nous des partenaires qui sont coopérants et qui ont une approche adaptée et qui ont compris c'est quoi les enjeux et la richesse de l'inclusion scolaire, c'est notre levier. Ça nous permet d'avancer et on trouve également des parents désireux de scolariser leur enfant comme tout enfant. Donc, dès qu'on a ça devant nous, on a de quoi travailler. Donc, pour nous, c'est ça le levier. C'est justement votre bonne coopération, tant qu'enseignant, tant qu'établissement, et également, on ne va pas plus dire également à long terme, aussi, enfin à long terme plus largement, l'ARS aussi. Parce qu'on a vu que depuis que l'ARS, justement, je l'ai dit tout à l'heure, depuis que l'ARS permet cette double notification, ça facilite vraiment ce parcours d'inclusion pour les jeunes au niveau administratif. Et en ce qui concerne les freins, alors, nous, c'est vrai que dans les textes, on dit que le jeune doit être scolarisé le plus que possible dans son lieu de résidence. Et on se rend compte que dans les communes, l'offre de scolarisation n'est pas toujours évidente. Donc, ça, c'est un frein parce que nous sommes, par exemple, sur Petit-Bourg et nous avons beaucoup de jeunes qui sont en inclusion scolaire, mais sur Pointe-à-Pitre. Comme ils ont commencé leur scolarisation dans les collèges de Pointe-à-Pitre, ils ont encore 14-20 ans. Donc, on est obligé de mettre en place un parcours de transport pour les emmener à l'heure, voir avec les parents. Comment faire, par exemple, lui, Nacheleu qui sort de Sainte-Anne, il est scolarisé à Carnot, à Pointe-à-Pitre. Donc, ça fait 42 km. Donc, pour pouvoir venir au collège. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'offre de scolarisation, je pense que ça, c'est un frein et permettre justement que les jeunes soient vraiment scolarisés dans leur lieu de résidence. Ça aurait été beaucoup plus facile et dans l'accompagnement également, ça allégerait également les temps de parcours pour pouvoir aller à l'école et puis que le jeune soit beaucoup plus disposé à l'heure des apprentissages. Donc, voilà. Donc, mais sinon, il y en a d'autres. Hein. Vous avez dit les principaux, mais il y en a d'autres. Non, voilà. Mais, bon, je ne sais pas au niveau du timing si on a le temps encore de poser quelques questions. Ou est-ce qu'on passe à la suite? Une heure, 2 minutes. D'accord, c'était un petit peu ce temps. Et juste pour terminer, peut-être une petite phrase pour que vous nous partagiez ce que ce serait pour vous une inclusion réussie. Pour vous, c'est... ouais. Je vois Madame Gallas qui lève les sourcils en l'air. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une inclusion réussie en quelques mots? Alors peut-être du côté du prof, mais aussi du côté de l'élève. Enfin, j'imagine que c'est un tout. C'est quoi une inclusion réussie pour toi? Alors, pour moi, je voulais que je dois tout... Comment on peut dire? Je dois tout...
avancer. Je dois avancer, je dois rattraper et je dois tout réussir, tout ce que je dois mieux à comprendre. D'accord, donc toi, c'est principalement sur les apprentissages. Toi, ce que tu veux, c'est apprendre, réussir et progresser. Okay. C'est ça pour toi, une inclusion réussie. Et vous, madame? Alors, pour mon niveau de mes enfants, pour moi, l'inclusion, donc, je souhaite qu'ils continuent sur les... Excusez-moi. Vous reprenez. C'est quoi alors, bien sûr, pour les enfants, une inclusion réussie. Alors, pour moi, je trouve pour mes enfants, pour l'inclusion, donc je souhaite qu'ils continuent sur la bonne voie. Donc, tout se passe bien pour eux. Et le fait que je les vois avancer et réussir, donc pour moi, je trouve que c'est intéressant. Donc, je leur souhaite je leur souhaite tout leur courage, les meilleurs vœux de continuer sur cette bonne voie. Parce que maintenant, j'ai toujours eu de bons retours. Ils me font énormément plaisir. Et je suis très content et je suis encore fier d'eux de les avoir. Bon, au niveau des profs, je dis que, comme on disait les deux dames au fond, je trouve qu'il n'y a pas assez de formation pour des professeurs. Aussi, je pense que s'ils pouvaient essayer de faire plus de formation, de créer aussi plus de sortes de formation et d'autres outils qui peuvent aussi aider les professeurs pour pouvoir aider les jeunes. Quand ils arrivent en inclusion, je pense que on sera sur la même niveau, on sera même sur le même niveau d'autres. Parce que même au niveau des dossiers, comme je disais au monsieur, c'est pas facile. Même au niveau de la MDPH, je trouve des fois, si on n'a pas quelqu'un pour nous accompagner, pour pouvoir un peu booster au niveau de la MDPH, c'est vrai que c'est pas donné. Parce que des fois, tu peux rester 6 mois, voire 1 an, avant de recevoir une réponse de la MDPH. Voilà. L'inclusion réussie, c'est déjà une inclusion. Voilà. Et vous, monsieur Coq, une inclusion réussie? En ce qui concerne Lloyd, pour moi, c'est bon, il a commencé à un niveau A, il est arrivé à un niveau B, c'est-à-dire maîtriser la lecture, le calcul et voilà quoi, et l'écriture. Pour moi, s'il arrive vraiment à maîtriser cela, je dirais qu'il a réussi. D'accord. Donc vous, c'est quand même, tous les trois, ça reste très scolaire. Oui. Et il y a un peu de... C'est la base. Hein. D'accord. C'est la base. Sinon, on est perdu. Hein. Si on ne peut pas lire une facture, on ne peut pas compter quelque chose, on est perdu. Donc, il faut trouver un travail, même un apprentissage, il faut savoir lire la théorie, comment on fait ci, comment on fait ça. S'il ne maîtrise pas la lecture, s'il ne maîtrise pas le calcul, il ne pourra pas avancer. Donc, pour moi, c'est l'objectif. Merci. Et pour les trois professionnels, une inclusion réussie pour vous? En ce qui me concerne, ces élèves de l'ULIS notamment, dont j'ai la charge, le but c'est de les emmener à une grande autonomie puisqu'ils vont quitter le système éducatif. Donc, c'est un des objectifs, c'est de les rendre autonomes. Donc, à mon avis, tout ne doit pas reposer sur l'ULIS, mais aussi sur les classes ordinaires. Donc, en y allant, ça serait bien aussi qu'ils puissent acquérir des compétences sociales puisqu'ils sont ils échangent avec les autres élèves de leur classe, les pairs, les autres élèves. Donc, quand ils vont dans ces classes, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre l'élève de l'ULIS et l'élève de classe ordinaire, qui est des échanges, ce mélange qui fait que l'élève se sente bien dans cette classe ordinaire. Là, ça serait une inclusion réussie. Pas de distinguo, voilà. Perception positive de la situation d'inclusion par l'élève. Et que qu'il y a aussi des acquisitions à faire dans ces classes, c'est sûr, et que ces acquisitions soient aussi partagées. Voilà. Merci Madame Gallas. Madame Jugueux, une inclusion réussie pour vous, ça serait quoi? Un peu comme ma collègue, c'est vrai que je pense que ce qui est important aussi, c'est que l'enfant se sente bien.
qu'il réussisse à échanger, à se faire des amis, à comprendre. Ça va le rendre autonome petit à petit. Donc, de voir comment les autres fonctionnent. Et c'est vrai que le fait d'inclure, c'est ce bon aspect. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus d'accompagnement pour les élèves, les autres élèves, un peu plus d'accompagnement au niveau des enseignants, etc., de façon à ce que ça devienne harmonieux. Mais je pense que nous sommes quand même sur la bonne voie. Il y a quand même eu des progrès de fait. Et voilà. Non, mais c'est surtout que l'enfant apprenne des choses, devienne indépendant, autonome et qu'il puisse se sentir bien. Voilà. Merci. Et pour terminer, Madame Jérémy. Alors, bon, concernant une inclusion réussie, ce serait peut-être une inclusion qui va permettre à l'élève de se réaliser tout au long de son parcours d'apprentissage. Et pour lui permettre de se réaliser tout au cours de son parcours d'apprentissage, c'est de le prendre cet enfant dans sa globalité et de faire jouer tous les paramètres qui vont l'aider à être au mieux, paramètres éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques, familiaux, tout ce qui va permettre à l'enfant d'être un élève comme tout élève ordinaire qui va réussir après dans la société. Et comme vous dites, l'autonomie, c'est très important. Par exemple, Nachelieu, là, il était obligé d'être autonome, de prendre son bus pour venir maintenant sur Pointe-à-Pitre. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on peut apporter sur le plan éducatif, pédagogique, social, familial, culturel aussi, parce qu'on a oublié l'inclusion socio-culturelle, qui est très important, qui aide l'enfant également dans son parcours scolaire. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter aux apports pédagogiques purs, mais il faut aider également ce jeune à s'inclure dans sa vie de tous les jours aussi. Donc, le niveau socio-culturel, c'est très important. Donc, ce serait ça, une inclusion réussie, l'aider à se réaliser dans son parcours de vie et d'apprentissage, en tenant compte de tous les paramètres. Voilà. Merci, Madame Jérémy. Alors déjà, je vous remercie tous et toutes. Bon, c'est sûr que de résumer en 1 heure des vies, c'est pas facile. Bon, en tout cas, vous avez essayé d'apporter votre vécu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelques petites questions? Alors, il y a une question qui a été posée en début, tout à fait en début de table ronde. Vous y avez déjà partiellement répondu, mais je vous la pose quand même. Donc, il y a une question qui a été posée en début de chat. La table ronde y a partiellement répondu, mais vous pouvez peut-être compléter, qui est de savoir quelle est la place des jeunes, quel est le rôle des jeunes et des parents, particulièrement des jeunes, dans le projet de vie, dans le projet de scolarisation. Est-ce que le jeune a le sentiment qu'il décide, qu'il choisit ce qu'il veut faire? Est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as un projet? Et est-ce que c'est toi qui a la main sur ton projet? Est-ce que tu veux faire un métier particulier plus tard? Ton projet. Qu'est-ce que tu veux devenir? Et qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? C'est un métier que tu veux faire? C'est quoi? Pour le métier, je préfère que je dois faire informaticien. Super. Mais après aussi, il y a un truc que je n'ai pas dit. En fait, aussi, comme la vie n'est pas facile, eh bien, il faut que tu sois, comment on peut dire, changer, devenir la haute à haute, devenir honnête. Mais après, c'est comme c'est que... Et tu en parles avec tes professeurs pour ton métier? Tu as déjà dit ça à tes enseignants, que tu voulais être informaticien? Oui, j'ai déjà dit avec des éducateurs. Et après, ça dépend c'est ce que je veux faire. Et même si je n'arrive pas à comprendre, je vais essayer une fois et je dois comprendre après. Ben oui. Et pareil, vous prenez la parole si vous voulez ajouter quelque chose justement par rapport à cette place que les parents ou les professionnels accordent à l'élève dans son projet. Lloyd, pour lui, il va faire de la musique.
c'est la musique qui l'intéresse. C'est pour cette raison, bientôt, je vais l'inscrire à prendre des cours de piano. Et, parce que en informatique, il commence à jouer, à faire des petites notes, parce que j'ai remarqué qu'il a l'oreille. Il bat la mélodie très vite, il écoute quelque chose, il le reproduit. Ça, il est aussi le carnaval, il joue au tom. Donc, s'il veut s'orienter à la musique, on va trouver une voie pour lui. C'est pas un problème. Mais plutôt instrumental, pas chanteur, machin, rap, hein, c'est pas ça, mais plutôt instrumental. Parce que déjà, le gros cas aussi, il sait s'y prendre. Et il est beaucoup intéressé au piano. Voilà. Donc, je vais essayer de l'orienter à ce niveau-là et puis on verra bien. Alors, pour ce qui est des élèves de l'ULIS, moyenne des difficultés à laquelle je me heurte en fin de troisième, puisqu'on a des élèves de la sixième à la troisième, c'est l'orientation. Et très souvent, ces élèves, on a du mal à trouver un lycée qui répond vraiment à leur projet professionnel. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, sont orientés par défaut. Et parce que ce qu'ils ont envie de faire, certains CAP ne leur sont pas ouverts, tout simplement. Et j'ai le cas d'une des élèves cette année, hein, c'est un exemple, je vais vite citer, qui aurait souhaité intégrer un CAP, les métiers de la sécurité. Et son projet professionnel, c'est de devenir pompier. Et là, je vous assure, on s'est battu bec et ongles pour qu'elle puisse intégrer le lycée de Mornalo, le lycée professionnel. Et, mais sur son dossier, on n'a pas mis du tout Ulysse, franchement, puisque oui, eh bien, on a joué cette carte. C'est malheureux quand même. Parce que, et elle a passé l'entretien, son dossier était sélectionné, elle a passé l'entretien. Et là, je me suis arrangée avec un professeur du collège pour qu'elle prenne des cours de natation. Donc, elle prend des cours de natation régulièrement et on espère que ça va marcher. Je me dis, bon, si ça marche, elle a quand même la chance, il y a une Ulysse, il y a un dispositif Ulysse au lycée. Bon, elle aura cet étayage de l'Ulysse, voilà. Mais quelquefois, c'est la difficulté à laquelle on se... Donc, vous voulez dire qu'il y a une barrière, au niveau... On est, voilà. Des certains qui auraient, par exemple, voulu suivre un CAP coiffure, esthétique, ben, ils ne peuvent pas, les filles ne peuvent pas. Voilà. Parce qu'ils ont... Très rapidement, un petit mot, et après on va passer au... Donc, effectivement, voilà, il faudrait que l'on puisse avoir une vision globale des lycées et des CAP accessibles en fonction des différents handicaps, puisque certaines structures refusent. Coiffure esthétique, ils ne veulent pas. Le prétexte, c'est les produits. Petite enfance, c'est un peu compliqué aussi. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et en fait, pour les orienter, pour les préparer à l'orientation, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une visibilité de ce qui est possible aussi. Et quel que soit, enfin, en fonction du handicap, bien sûr, mais d'avoir vraiment une visibilité sur la suite pour pouvoir les orienter au mieux. Eh ben, je vais vous applaudir tout seul. Oui. Merci beaucoup pour ce moment de partage et d'échange. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le chat, tout le monde est très ému de votre participation aux uns et aux autres et trouve que bon, c'est très émouvant de vous entendre parler de l'inclusion scolaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, le temps qu'on fasse un petit changement de personne, on va vous diffuser un petit spot de présentation des fabriques. Et on va accueillir maintenant les grands témoins. La Fédération Générale des PEP et ses associations s'engagent pour une société inclusive et solidaire à travers leur 5e projet fédéral. Notre ambition est de permettre à tous de s'émanciper et de réaliser son projet de vie malgré les difficultés sociales. C'est en réaffirmant nos actions aux côtés de l'État que nous relèverons le défi de la cohésion sociale. Grâce au baromètre PEP, nous intégrons dans notre projet les attentes et valeurs des Français. Notre volonté, favoriser l'épanouissement de tous en permettant l'accès à l'éducation, aux vacances, aux loisirs, à la culture et au sport.
L'accompagnement des personnes en difficulté et de leurs familles est notre priorité pour leur permettre d'acquérir une pleine autonomie. Notre projet vise à lutter contre l'exclusion, à réduire les inégalités en développant les solidarités. La société inclusive que nous souhaitons construire sera fondée sur le respect et portera une attention égale à l'ensemble des citoyens. Face aux inégalités, la solidarité doit permettre à chacun de trouver sa place au sein de la société. Agissons ensemble pour mettre en œuvre notre projet pour une société inclusive et solidaire. Œuvrons pour une école véritablement inclusive et renforçons les liens sociaux pour une société plus solidaire. Développons également une approche participative et citoyenne pour permettre l'émancipation de tous. Grâce à ces engagements, nous ferons naître une société nouvelle, plus ouverte, démocratique et fraternelle. Retrouvez l'intégralité du projet fédéral sur lepep.org. Donc, nous voici pour la suite de la table ronde. Donc, on va terminer cette table ronde avec 3 grands témoins qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir parmi nous. Donc, nous avons dans l'ordre Geneviève Strozzi, qui est inspectrice de l'éducation nationale à ASH du rectorat de la Guadeloupe. Nous avons également Marielle Farouille, qui est chef de projet ARS, et Madame Marie-Josée Mauvrel, qui est chef du service des dispositifs de coordination territoriale de l'ARS Guadeloupe. Alors, je vais vous passer la parole et je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, mais en gros, on part un petit peu sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire ce que c'est que pour vous l'inclusion, les freins et les leviers que vous avez pu relever dans vos pratiques, votre rôle par rapport à l'inclusion et éventuellement, si vous aviez la possibilité de faire une inclusion réussie, qu'est-ce que ça serait pour vous? Voilà, mais je vous laisse prendre la parole comme vous voulez, ou sinon c'est moi qui… Tu veux commencer? Vous présenter un petit peu et puis… Donc oui, bonjour. Je suis effectivement chef de projet, mais en particulier sur la structuration et l'animation de filières à l'ARS, et donc pour les thématiques parents, enfants et personnes en situation de handicap. Donc du coup, la question de l'inclusion scolaire concerne directement mes activités, dans la mesure où pour nous, ce qui est important dans l'inclusion scolaire, c'est que c'est une partie du parcours de vie de des jeunes. Et pour ce qui concerne les jeunes, les enfants à besoins particuliers, ça intègre aussi leur parcours de soins. Ces thématiques-là concernent particulièrement l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, puisque nous sommes finalement sur la question de l'approche globale de la santé, étant entendu que la santé n'est pas seulement physique, mais aussi intègre les questions mentales et sociales. Et dans ce sens, donc, la scolarisation permet d'intégrer la société et d'acquérir certains mécanismes d'autonomie de manière à, autant que possible, pouvoir intégrer ensuite un cursus professionnel et donc avoir un rôle dans la société au niveau de l'exercice d'une profession, si possible choisie par le jeune, même si nous savons très bien que ça n'est pas forcément évident. Donc, pour ce qui concerne nos services, le soutien à l'inclusion consiste en renforcer les financements de certains dispositifs, consiste donc à réfléchir de concert avec l'éducation nationale sur les différents parcours qui sont possibles et puis tâcher au mieux de répondre aux attentes des parents et des enfants,
de manière à ce que chacun puisse intégrer un dispositif qui lui convient, sachant que il n'y a pas, nous sommes bien conscients du fait qu'il n'y a pas une inclusion qui corresponde à tous les profils. Donc, ce qui est complexe, c'est donc de pouvoir accompagner divers dispositifs avec l'idée que chacun puisse trouver celui qui lui correspond le mieux pour son plein épanouissement et donc sa pleine santé. Merci. On reviendra après. Ah bon? On peut rester sur l'ARS peut-être encore. Voilà. Donc pour rester sur l'ARS, c'est vrai que moi, je gère un service qui est plus sur l'organisation et le suivi de tout ce qui est dispositif, structure et établissement de prise en charge de personnes en situation de handicap. Donc c'est un service qui est complémentaire à celui de ma collègue, puisqu'elle est sur une vision globale de parcours. Et moi, je suis sur le suivi de ce qu'on appelle les IME, les CESAD, les dispositifs spécifiques pour certains handicaps de type structure de prise en charge pour les jeunes souffrant d'autisme. Voilà. Donc, on est dans une action complémentaire et on est au sein de l'ARS dans une dynamique d'accompagnement de l'éducation nationale pour leur permettre d'offrir une scolarisation adéquate à chaque jeune en fonction de leurs besoins, comme disait ma collègue. Donc, en fonction des différentes possibilités de mise en œuvre sur le terrain, on accompagne en partenariat avec les services de l'éducation nationale, donc Madame Strozik, qui ensuite mobilise ses équipes pour offrir la meilleure offre et la meilleure organisation au profit de ces jeunes. Voilà. Donc, on est en permanence dans une offre de structure et d'accompagnement le plus adapté à la situation de chaque jeune. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est plus dans une dynamique qui voudrait que l'école soit plus inclusive dans un milieu ordinaire. Donc, d'une dynamique où avant, il y avait plutôt une prise en charge en établissement. Maintenant, on essaye de favoriser la prise en charge dans le droit commun. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est aussi dans l'écoute pour savoir sur le terrain ce dont ont besoin les professionnels. C'est vrai que nous, on est plus en contact avec les professionnels médico-sociaux, mais du fait de cette relation de travail rapprochée avec l'éducation nationale, on essaye aussi d'apporter le complément nécessaire aux professionnels enseignants pour qu'ils puissent enseigner et mettre en œuvre au mieux leurs moyens. Donc, on est dans une dynamique de partage entre les professionnels enseignants et les personnels médico-sociaux, c'est-à-dire la dame qui était éducatrice, en lien avec les professionnels enseignants. Voilà ce que... Et au niveau de l'ARS, c'est quoi les freins que vous rencontrez par rapport à l'inclusion? Alors, je sais que vous êtes là justement pour développer des choses, mais par rapport aux choses que vous mettez en place, quelles difficultés vous rencontrez concrètement par rapport à l'inclusion? Alors, c'est vrai que... Alors, je vais parler plutôt en termes organisationnels et ensuite ma collègue va reprendre sur le volet un peu continuité parcours de vie. En termes organisationnels, nous, on est très dépendants des remontées de terrain. Donc, on met en place des structures qui sont légales, voire parfois expérimentales, mais ça ne peut se faire qu'en lien avec les souffrances ou les bonnes pratiques qui se font sur le terrain. Donc, en termes de levier, on est toujours dans une attente permanente lorsqu'on échange avec les structures. Elles nous font part de leurs forces et de leurs faiblesses et on essaye de les accompagner au mieux pour permettre l'inclusion. Après, comme vous le savez, on n'est pas dans une exclusion scolaire que l'on voudrait faire à marche forcée. Voilà, on est plutôt dans l'écoute. On a des établissements qui sont déjà rentrés dans une dynamique et une construction de l'inclusion au niveau des écoles. Il y a certains établissements qui sont un peu dans un mode, on ne va pas dire passéiste, puisque ce n'est pas passéiste, puisque c'est toujours une offre actuelle, mais qui sont plus réticents à faire de l'inclusion scolaire. Parce qu'ils ont parfois essayé et ils ont eu des échecs par rapport aux jeunes et aux familles. Voilà. Donc maintenant, on essaye d'organiser pour que, comme disaient les enseignantes, qu'il y ait un partage de pratiques pour qu'on puisse évoluer et offrir la meilleure offre aux jeunes et aux établissements.
Donc, en termes de freins, voilà, les freins pour l'instant, on les ressent quand on échange avec les structures. Donc, on a chaque structure, on essaye, parce qu'il y a des orientations nationales, il ne faut pas quand même se leurrer, mais on essaye d'accompagner les organismes gestionnaires, ceux qui portent les établissements et les services. Ils ont des projets d'établissement et en fait, ils déclinent leur politique via leur projet d'établissement. Et au fur et à mesure de la discussion, on essaye de les amener à développer cette société inclusive. Alors, ça touche aussi l'école, ça touche l'insertion professionnelle et on est aussi sur le développement de solutions de répit pour les parents. Voilà. Donc, Oui, donc en termes de freins, en tout cas, par rapport à mes activités, il s'agit plutôt de freins éventuellement de parcours. Et plus concrètement, ça va se matérialiser par des enfants qui vont bénéficier de notifications qu'on peut avoir du mal à appliquer pour des problèmes de place des fois. Ou alors des notifications qui sont appliquées, et finalement, on se rend compte que finalement, grâce aux remontées qui peuvent être possibles, en particulier via les services de la maison départementale des personnes en situation de handicap, que finalement, ce qui est proposé est difficile à mettre en œuvre, tant certains profils sont singuliers. En matière de levier, pour ce qui concerne la cohérence du parcours de vie de ces enfants, le fait que nous ayons la possibilité de travailler en multipartenariat, aussi bien avec les services du conseil départemental, de l'éducation nationale, c'est vraiment un plus pour mieux comprendre les besoins du territoire et tâcher de mettre en place des solutions adaptées. Bien sûr, nous sommes contraints, comme le disait ma collègue, par des cadres législatifs qui peuvent être aidants ou pas, ça dépend. Étant donné que notre territoire a ses spécificités, par exemple, on peut évoquer la situation des îles du Nord, qui demande un peu plus d'étayage, situation sur laquelle nous travaillons. Mais globalement, en matière de levier, vraiment le travail multipartenarial est important. Et puis très récemment, nous avons travaillé ensemble à la mise en place du comité de l'école inclusive, donc École nationale et ARS. Et donc c'est vrai que pour faciliter la compréhension des besoins, nous avons tenu aussi à impliquer les associations d'usagers. Donc c'est un travail qui se fait pas à pas, mais ça permet de mieux comprendre aussi quelles orientations seraient les meilleures pour répondre le plus à ce besoin d'inclusion scolaire, mais mieux encore d'inclusion sociale de tout individu tenant compte de ses particularités. Merci Madame Farouille, merci Madame Mauvrel. On va passer la parole à Madame Straussic. Oui. Et puis, je vous laisse vous exprimer. Merci, merci Monsieur Ancio. Donc, je vais prolonger les propos de mes collègues de l'ARS. Donc, nous sommes partis d'une logique d'exclusion, de discrimination, si on revient avant la loi de février 2005, où les élèves en situation de handicap, qu'on n'appelait pas ainsi, c'était des crétins, les arriérés, les débiles, tout ce que vous voulez. Donc la loi de 2005, elle a permis déjà c'était un premier jalon, une loi mère qui a posé les premiers jalons pour toutes les personnes en situation de handicap. Néanmoins, cette loi n'était pas encore suffisante au niveau scolaire. Il a fallu qu'on aille encore plus loin, puisqu'on a parlé d'intégration, d'inclusion. Et récemment, ce qui nous a permis d'officialiser, de formaliser toutes les actions avec l'ARS notamment, la circulaire du 5 juin 2019 a permis d'installer le service public de l'école inclusive, excusez-moi, et donc je ne vais plus m'appeler inspectrice ASH, adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap. On garde toujours cet acronyme, puisque l'adaptation,
donc concerne les SECPA, les jeunes qui sont en milieu pénitentiaire, etc. Mais on a pour le handicap, ce service public de l'école inclusive, il fait partie maintenant de l'organigramme d'une académie. Donc c'est un vrai service avec un pôle RH, un pôle formation, un pôle administratif, un service gestion des AESH. Et j'ai eu un appel. Alors c'est un titre, c'est un vrai service, comme le service des élèves, qui fait partie de l'organisation d'un rectorat. Et c'est la première fois, donc c'est la semaine dernière, j'ai un parent qui m'a appelé, qui est allé sur le nouvel organigramme et qui m'a trouvé tout de suite, entre guillemets. Il sait que c'est Madame Strozzi il voulait des renseignements sur le parcours scolaire. Alors, le maillage se faisait aussi. On a nos enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap qui sont par secteur. Donc, le maillage se fait très, très bien à l'Académie de Guadeloupe. Le territoire est petit, tout le monde se connaît. Et le fait d'avoir ce service public identifié, quoi. Identifié par... c'est un service, ce n'est pas qu'une personne, ce n'est pas qu'une mission. Donc là, ça, c'était nouveau, ça date de 2019. Comme l'a dit ma collègue, nous avons donc installé le comité de suivi de l'école inclusive qui nous demande de rendre compte. Il y a des moyens énormes financiers de la part de l'ARS, des moyens de la part de l'Éducation nationale. Ce sont des dispositifs. Nous avons des dispositifs qui... on a un enseignant pour 4 élèves, pour 5 élèves. Donc, c'est important, c'est coûteux en termes de moyens. Et ce comité de suivi, donc on l'a au niveau national, il est décliné dans chaque académie. Donc là, on est dans le rendre compte. Nous l'avons installé le 10 décembre 2020 pour notre académie, présidée par la directrice de l'ARS et la rectrice. Et ce comité est décliné en commission, comme l'ont dit mes collègues, qui permet d'interroger l'accessibilité aux activités sportives, la problématique des transports, l'orientation, le plan autisme. Quoi d'autre encore, chers collègues? On en a fait tellement. La première scolarisation, préparer la première scolarisation lorsque les professionnels du CAMS nous signalent déjà des tout petits qui n'ont pas encore leur dossier MDPH, il va falloir préparer cette première scolarisation. Donc là, ces commissions, nous sommes toujours présentes toutes les trois, ou mes collaboratrices, et nous invitons plusieurs acteurs qui sont concernés, de la société civile, des usagers, les collectivités, les partenaires de l'Éducation nationale. Donc ça, j'allais dire que ce texte, pour nous, il nous a permis d'officialiser en fait tout ce qui était fait avant et nous donne une légitimité pour travailler auprès des différents acteurs. J'ai entendu les différents témoignages. Alors moi, j'ai relevé le mot parcours, chemin, qui a été relayé par les différents témoignages. Donc le parcours de l'élève, le parcours du parent, le parcours aussi des enseignants, parce qu'il va falloir questionner les gestes métiers lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est coordonnateur ULIS, lorsqu'on est enseignant d'unité d'enseignement externalisé. Donc là aussi, notre gros effort a été fait dans l'académie, qui a été impulsé par mon prédécesseur. Nous avons externalisé les unités d'enseignement. Donc le jeune, il en est l'illustration parfaite. Alors lui, il cumule tout. Il est en IMPro, et il a double notification, IME, IMPro et ULIS. Mais il va aussi en classe ordinaire. Donc c'est l'exemple typique pour moi d'une inclusion réussie. C'est un travail de dentelle. On a répondu vraiment à ses besoins. Donc il est en forte attente les familles veulent que leur attendent beaucoup de l'école, mais veulent aussi le parcours de soins. Donc, donc nous avons externalisé nos unités, nous en avons 14 aujourd'hui. Elles ne sont pas simples parce que c'est la première fois finalement qu'on autorise, oui, qu'on officialise le professionnel du médico-social dans l'enseigne de l'école.
Et là, on dit un changement de paradigme. Certains chercheurs parlent de révolution, mais c'est quand même très, très net. Et ça répond à une demande de formation des enseignants, parce qu'on a envie de connaître le trouble, on a envie de savoir pourquoi l'enfant est comme ça. Il faut croiser, elles l'ont dit toutes les deux, il faut croiser les gestes professionnels, les gestes métiers des professionnels du médico-social et de l'éducation nationale. Les référentiels métiers ne sont pas forcément très… Il y a des points convergents, il y a des points divergents dans ces référentiels métiers, et on comprend bien que c'est gênant pour chacun et chacune. Vous parliez de formation initiale, mais la formation initiale de chaque professionnel, qu'il soit de santé, du médico-social ou éducation nationale, on n'a pas appris à travailler ensemble autour d'un même objet d'enseignement, enfin autour d'une problématique, le public particulier. Et donc là, c'est pas évident. Il faut en prendre la mesure, c'est tout récent. Donc, on essaie de s'y atteler et de former en intercatégoriel, de proposer des formations. Pour autant, informer et former, c'est une réponse, mais il faut vraiment qu'on questionne ces gestes métiers. Il y a une espèce dans notre société occidentale, nous sommes toujours dans comment dirais-je, on est toujours dans un système binaire, hein, handicapé valide, enseignant éducateur, médecin de l'éducation nationale, médecin pédopsychiatre, avec une espèce de hiérarchie qui veut s'immiscer alors qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Oui. Et ça, c'est compliqué, sauf que ça se passe à l'école. Et donc, il y a une espèce de légitimité, l'enseignant de dire « non, mais ça se passe dans ma classe. Moi, j'ai l'inspectrice, j'ai les programmes à faire, etc. » Mais l'éducateur a son référentiel métier. L'éducatrice, l'a bien dit. C'est elle qui va dire, par exemple, j'ai des relations très privilégiées avec le parent. Mais l'enseignant dit, mais moi aussi, je veux voir le parent. Par exemple, ça, c'est un nœud qu'on a bien identifié et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. L'éducatrice, elle dit, ça, c'est mon rôle. Et l'enseignant dit, mais moi, j'ai envie de parler des progrès de l'enfant à l'enseignant. Mais il n'y a pas forcément les espaces. En fait, on bouge tout. Alors, vous parliez tout à l'heure de mise en musique. Moi, je parle plutôt d'échiquier. Dès qu'on bouge une pièce de l'échec, il faut anticiper sur ce que ça va donner. Si je déplace telle pièce, quel coup je vais faire. Enfin, voilà. Je suis très bavarde, je vais m'arrêter. Non, mais bon, ce qui ressort un petit peu il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est le partenariat, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans la prise en charge des élèves et puis l'ensemble des catégories professionnelles qui sont aussi impliquées. Alors bon, qu'il y ait des comités de suivi qui puissent harmoniser un petit peu les actions un petit peu de tout le monde, mais justement par rapport à vous avez dit multi-partenariat, c'est ça, hein, et intercatégoriel, c'est quoi les j'ai envie de dire les métiers, ce qui permettrait d'avoir une inclusion réussie par rapport à cette manière de fonctionner entre les différents partenaires impliqués et entre les différents professionnels. Pour vous, je ne sais pas si je suis très clair. Alors, en fait, depuis, on a signé une convention il y a 2 ans de cela, 2019. Rectorat ARS. 2019. Pardon 2019. Oui, 22 janvier 2019. Et dans cette convention, il y a d'ailleurs votre projet recherche. Elle a été déclinée et nous nous sommes dit avec l'ARS et le recteur qu'il fallait qu'on intervienne à 2 voix sur tous les sujets, tous les dossiers qui concernent le parcours des jeunes. Et donc, systématiquement, on intervient, que ce soit un directeur de l'IME, quand il veut avancer un pion, il y a le financement où il a besoin d'un poste, on se rejoint, on intervient et il y a maintenant ces commissions qui permettent alors, je ne sais pas si je suis aussi très claire. Non, mais parce que du coup, on voit un petit peu l'architecture. Du coup, ça nous fait une architecture. En tout cas, on a eu des retours très positifs parce que, alors, ça n'empêche qu'ils continuent à travailler avec l'ARS, pour la partie financière, etc., qui, moi, ne m'incombe pas. La partie éducation nationale, trouver l'école, former l'équipe, etc. Mais à un moment donné, ils savent que cette convention qu'on a déclinée ensuite avec les établissements,
ils savent qu'il y a toujours deux têtes. Il y a toujours deux têtes et on ne peut pas avancer un pion sans avancer l'autre, toujours dans l'intérêt de sécuriser le parcours et de soins et le parcours scolaire. Il y a ces deux, il y a toutes ces temporalités. Le parcours de soins, il faut qu'il soit questionné en même temps que le parcours scolaire. Les parents l'ont bien dit. Le parent de Loy a dit « j'ai besoin d'orthophonie, j'ai besoin de… l'autre jeune aussi, il a besoin de soins. » Et c'est tout ça qu'il faut mettre en musique, du coup. Là. En fait, ces conventions, c'est un peu notre feuille de route, puisqu'on a une convention stratégique entre l'ARS et l'Éducation nationale, et on a des conventions tripartites, ARS, établissement et Éducation nationale. Donc, en fait, il y a des engagements mutuels et nous, on suit ces conventions avec les établissements pour les amener pas à pas à évoluer vers une organisation inclusive. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas à forcer, c'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment notre feuille de route. Et par rapport à ce document-là, avec chaque établissement, on a une démarche d'accompagnement en fonction de leur projet d'organisation. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que on parlait du temps scolaire. Je reprends le papa de Loy qui est parti donc en Ulysse. Ensuite, on lui a fait comprendre que le parcours de soins devait être différent, donc il est passé en IME. Mais quand on dit IME, ça effraie un peu. On oublie de dire que dans l'IME, il y a aussi un parcours scolaire, mais qui est moins important, d'où l'externalisation. S'il était resté en IME, nous le savons tous, mais c'est comme ça, il y a peut-être de 6 à 10 heures d'enseignement pour la semaine. Là, Loy, il a ses 26 heures. Ou c'est 21 heures, mais il a des temps d'inclusion. Donc, il est quasi comme un élève ordinaire avec son parcours de soins qui continue, soit le mercredi ou les petites vacances. Donc, là aussi, c'est une négociation au niveau du budget de l'association gestionnaire. Et le parent, il est très en attente. Là, moi, j'étais très contente de voir le papa de Loy. Voilà, donc lui, il attend un lire, écrire, compter. Donc, met la pression sur les deux collègues du collège. Et ensuite, il est rassuré. Et comme il a dit, tous les parents veulent protéger, c'est normal, il y a une protection de son enfant. Et l'IME rassure. Alors, dès qu'on commence à parler d'externalisation, mais je peux vous assurer qu'on a on a de très, très belles surprises. Alors, pour nous, enfin, toutes les trois, sous couvert de nos responsables, de nos chefs, de Madame la rectrice, de Madame la directrice de l'ARS, on diversifie les parcours scolaires. Donc, on met presque 2-3 ans. Là, il y a un nouveau dernier né, c'est le dispositif d'autorégulation. C'est notre dernier bébé. Ça fait 3 ans qu'on y travaille. Donc, c'est un dispositif qui entre dans le plan autisme, qui va permettre à des jeunes autistes d'être scolarisés dans la classe d'âge ordinaire. Et nous allons, dans cette école, il y aura un enseignant supplémentaire et 2 éducateurs à temps plein dans cette école, plus du personnel médico-social qui va intervenir chaque fois qu'on en aura besoin, que l'équipe en aura besoin. Donc, on met les moyens, mais c'est une vraie réponse, autre réponse pour les élèves autistes. Alors ça, ça fait 3 ans qu'on y travaille. Il a vu naissance cette année. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments que vous vouliez apporter par rapport à… Un frein ? Non, par rapport à l'inclusion en tant que telle ou par rapport à ce qu'on a pu entendre dans la journée. Est-ce que… Non, je crois que les échanges ont été plutôt complets, tant au niveau des parents, des enfants que des professionnels de l'éducation nationale ou du médico-social. Et puis, à notre niveau, j'ai l'impression que nous avons pu faire ressortir les organisations en place et les efforts consentis pour aboutir à une réponse la meilleure possible, pas à pas, bien sûr, parce qu'on part de très loin, comme le rappelait justement Madame Strozic. Et puis, le chemin a commencé. Nous allons continuer ainsi, en tâchant chaque jour d'être plus vigilants pour avoir des réponses de plus en plus adaptées. C'est ça, la difficulté, c'est la spécificité de l'élève, de son parcours, de son projet.
la multiplicité des gens qui interviennent et des organismes, et tout ça étant très variable d'un élève à l'autre, c'est vrai que c'est... Alors, nous avions fait un constat lors de l'installation du comité de suivi de l'école inclusive. Nous ne sommes pas assez visibles et lisibles. Donc, le parent cherche un petit peu, en tout cas pour l'éducation nationale. Je vais dans un collège, je vais voir qui à l'NDPH, est-ce que je vais voir le CPE, le principal? Est-ce que... Ils ont parlé, hein, les deux parents ont parlé de la complexité des démarches. Donc, ça fait partie de notre feuille de route de cette année. On doit pouvoir, on va s'atteler à réaliser un document alors il faut qu'il soit clair pour communiquer qui fait quoi, se trouve où, pour éviter à même ces jeunes. Alors, l'enseignante disait, est-ce qu'on n'a pas toutes les formations, etc. Donc là aussi, il faut que on a plein de choses à faire encore. Hein. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il faut, au niveau du terrain, je pense qu'il faut qu'on soit plus lisible. Même si on a chacun à identifier qui fait quoi, mais je pense qu'on mérite. Vous parliez justement d'une difficulté à récupérer un petit peu toutes ces informations de terrain, justement. Là, on est en train de mettre en place progressivement un outil qui va au-delà de l'inclusion scolaire, mais c'est un dispositif de guichet unique qui s'appelle la communauté 360, qui va permettre à tout un chacun, que ce soit professionnel ou parents, voire enfants, d'appeler ce numéro. Et derrière ce numéro, en premier lieu, il y aura une cellule d'écoute et d'orientation. Et du coup, ça va permettre à tous les institutionnels et à toute ces informations pléthoriques qui partent dans tous les sens, qu'on arrive facilement à comprendre qu'un individu se retrouve perdu face à toutes ces informations. Et du coup, ce guichet unique sera là pour répondre, accueillir les diverses personnes qui vont appeler, mais surtout les orienter vers l'offre la plus adaptée à leurs besoins. Un peu plus de lisibilité dans le parcours à suivre. Mesdames, je crois que c'est l'heure de clôturer, de vous remercier de votre présence et des échanges qu'on a pu avoir. Je vais aussi remercier toutes les personnes qui sont venues avant, toutes les personnes présentes ici qui nous ont aidés à réaliser cette table ronde. Donc, merci à Clévio pour la technique, à Martine et à André pour avoir monté cette table ronde. Et puis, je remercie également tous les autres partenaires, donc l'association Solidarité Guadeloupéenne en Mouvement, le CREF, l'INSP de Guadeloupe qui nous a prêté ses locaux, l'Université des Antilles, le rectorat de la Guadeloupe, l'ARS de Guadeloupe, le Collège Carnot et de Pointe-à-Pitre et celui de Port-Louis, le Centre Espoir et l'ADAPI, la LEFPA et l'IME Denis Forestier, les Fabriques des rencontres PEP et la Fédération des PEP. Voilà, merci à toutes et à tous de votre implication pour faire ensemble une société et une école inclusive. Et donc, n'hésitez pas à suivre les autres événements PEP du 29 mars au 9 avril en vous rendant sur le site www.lesrencontresPEP.org. Voilà, en vous remerciant. Et merci à toutes les personnes participant à distance.